Julien, Salut, salut, comment ça va, Emeline? ça va et toi? Ça va super. Je suis en train de faire ma petite infusion du coup. Ah, cool. Moi aussi, j'en ai une. Tout est Tu synchronisé. as t'as mangé déjà? Ouais, bien Salut sûr. Lousna! Ok, alors juste, je vais brancher le téléphone comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de panne de batterie. Ok. Ça va, tu m'entends bien sinon? Je t'entends bien, je te vois bien. Parfait. Euh, Toi, ça va aussi? Ben écoute, c'est parfait. Dites-nous dans les commentaires si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Ah, on a des bisous de Titou. Coucou Titou. Coucou. Est-ce que vous nous entendez? Normalement, oui, hein, si on s'entend. Je pense, ouais. Je pense qu'en fait, on n'aura pas de confirmation de toute façon. Ok. Salut, John. Bienvenue. Ah, merci Jonathan. Jonathan. Ok, super. Salut Etienne. Eh bien, écoute, tu me dis quand tu veux commencer. Bah, c'est parti, hein. Je Bah suis alors, c'est parti. complètement prêt. Je te laisse peut-être faire une courte Ça présentation. marche, ça Après, marche. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Paradis, je suis coach mindset et aussi en développement personnel. J'accompagne principalement des entrepreneuses en ligne à pouvoir être alignées avec leur vie pro, leur vie perso, pouvoir aller explorer et lever certains blocages qu'elles pourraient avoir, qu'ils pourraient avoir parfois aussi. J'accompagne quelques hommes. Euh, voilà, je fais ça depuis bientôt presque 2 ans. Et ça se passe très bien. J'ai accompagné là plus de 240 personnes, que ce soit en groupe ou en individuel. Et voilà, je kiffe ma vie. C'est c'est vraiment un métier qui a vraiment du sens pour moi, qui s'inscrit dans une suite de parcours de vie et qui me permet de faire sens à toutes les étapes que j'ai traversées jusqu'à aujourd'hui et qui me permet aussi d'en faire bénéficier un maximum. Et voilà. ok. Donc, je vais me présenter vite fait aussi rapidement pour ceux qui ne me Ouais. connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Emeline, je suis community manager et coach réseaux sociaux, donc spécialisée dans les entreprises handi-engagées. J'ai choisi cette spécialité parce que justement, je trouve qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'actions en faveur donc, des entreprises sur le handicap et les personnes en situation de handicap. Et l'un des grands problèmes justement de la population en situation de handicap, c'est l'emploi. Ils sont nombreux à justement choisir l'entrepreneuriat. Et c'est finalement ce qui nous a regroupés aujourd'hui, Julien. Donc, quand tu as quitté Born to Be Same, on a discuté et je t'avais invité donc, à communiquer envers les personnes en situation de handicap. Ouais. Et là, tu m'as dit que tu étais toi-même en situation de handicap. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, avec grand plaisir. Alors en fait, extrêmement peu de personnes le savent, mais je suis moi-même porteur de handicap moteur. C'est-à-dire que j'ai un souci au niveau de ce qu'on appelle la supination, la pronosupination, c'est-à-dire le fait de tourner la main vers le haut. Il y a une de mes deux mains, celle-ci, la main gauche. En fait, j'ai été accidenté en 2012, en janvier 2012, en allant à mon travail. En fait, je me suis endormi au volant, où j'ai fait un malaise. En fait, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Et il se trouve que j'ai rencontré un pylône électrique en métal sur l'autoroute, puisque voilà, j'ai fait une sortie de route, j'ai fait ça tout seul, hein, et je me suis pris un poteau, donc je passais de 110 à 0 km/h, et la Ah, voiture violent. s'est éclatée, s'est enroulée autour du poteau. Moi, heureusement, j'ai eu que des dégâts qui étaient avec des séquelles qui n'étaient pas neuronales, ou j'aurais même pu avoir juste le coup du lapin et être un légume toute ma vie et être emprisonné dans mon corps en ayant conscience. Heureusement, voilà, j'ai eu des dégâts plus au niveau osseux et moteur que cérébral, donc c'était déjà beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. Et j'ai fait 2 ans et demi de rééducation derrière ça, pour au final
avoir récupéré un maximum. Bon, j'ai quand même des séquelles du coup qui me laissent aujourd'hui, qui peuvent me laisser dans des situations qui sont parfois handicapantes, dans le sens où ben voilà, porter des charges qui sont lourdes, c'est compliqué. Avoir l'usage complet de mes deux bras, c'est plus compliqué. Et j'ai aussi un petit souci au niveau du genou droit, où si je reste trop longtemps assis ou si je marche trop longtemps, je vais avoir en fait une inflammation au niveau de la rotule parce que j'ai un souci au niveau des ligaments suite à cet accident-là. Donc, tout ça pour dire que on peut avoir un handicap qui n'est pas du tout visible et pourtant aussi bien le vivre et surtout en tirer du positif malgré le handicap. Ce que je voudrais vraiment déjà dire au début de ce live-là, c'est que c'est pas parce qu'on a un handicap, c'est pas parce parfois on est dans des situations qui sont handicapantes, ok? C'est pas parce qu'on vit dans des situations qui sont parfois handicapantes que on veut être une victime ou qu'on a envie de profiter d'un système ou que au contraire justement on n'est que fort. On est en fait on est en fait tout ça à la fois. C'est-à-dire que parfois, ouais, on est limité, donc là, on s'inscrit peut-être dans une posture de victime, mais parfois aussi, on s'est beaucoup dépassé. Et là, on est dans une posture de leader parce qu'on peut aussi inspirer les autres et on peut quand même avancer vers nos projets, même si on est tout seul à y croire, même si, bah, parfois, voilà, on sent qu'on peut avoir des limitations. En fait, notre mental, notre mindset peut vraiment nous aider à mieux vivre ces situations. Pas forcément, bah voilà, si on n'arrive pas à faire quelque chose parce qu'on est on est porteur d'un handicap, ben, si on n'arrive pas à le faire, on n'arrive pas à le faire. Enfin, il ne s'agit pas d'essayer de se dépasser là où on est vraiment contraint. Mais il s'agit de voir la situation d'une manière différente. Et ça c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ouais. Changer notre posture, changer notre façon de voir la chose, changer Bah, notre façon de voir ce qui nous est arrivé ou ce avec quoi on est né. Parce que, voilà. justement, on a Kevin qui nous dit nos handicaps invisibles. Acceptons nos handicaps invisibles et gardons nos forces. Ouais, excellent. Excellent. Et donc, du coup, étais déjà coach mindset avant ton accident Non, ou pas du tout? non, coach mindset, j'y suis, ça fait à peu près 2 ans. Et cet accident, je l'ai eu en 2012. Donc Ouais. à l'époque, je travaillais dans un magasin et je m'occupais d'un rayon, du rayon enfant dans un magasin de déco, de meubles et déco. Pour ceux qui connaissent, c'est le magasin, c'est la marque Alinea. Et donc voilà, j'étais responsable de ce rayon-là. Bah, voilà, le 4 janvier, moi j'y allais pour installer les soldes. Et bah, il se trouve que je sors à ce moment-là d'une période de surinvestissement personnel pour cette marque-là, de surinvestissement aussi personnel dans mon cadre amical, où on est nuit et jour en train de préparer le mariage d'un copain. Et j'avais déjà 2 enfants en bas âge, très bas âge, même 6 mois pour le deuxième. Oui, petit. Et bon, bah voilà, t'imagines la fatigue cumulée de tout ça et moi, mon inacceptation de mes limites, c'est-à-dire que ben, à un moment donné, ouais, je suis fatigué. Euh, ouais, parfois, je dois dire non à l'aide qu'on me demande. Et, euh, et voilà, en fait, ben, la fatigue s'accumule, je m'en rends même pas compte. Je suis moi-même en train d'essayer de perdre du poids à ce moment-là et je le fais très mal. Donc, probablement que j'ai des carences aussi. Et donc, ben, je suis dans un état de fatigue où j'ai 28 ans à l'époque. Et je me dis, mais c'est pas possible que je me sente fatigué en fait. Donc, je m'écoute pas. Je m'écoute pas du tout. Et je force et je force. Et ben voilà, l'accident arrive. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, j'étais pas du tout coach mindset à l'époque, non. En revanche, tout ce qui s'est passé après cette période-là, enfin, ça a commencé ce jour-là en fait, hein, le jour de l'accident, mais tout ce qui s'est passé après, ça a été pendant les 10 dernières années en fait, ça a été une profonde introspection, une espèce de compréhension globale de toutes les erreurs que j'avais pu faire dans ma vie. Et surtout, le plus important, c'est que je commençais en fait à modéliser pour les autres ce qui moi m'était
t'est arrivé pour éviter aux autres de traverser cette partie-là, tu vois. Ouais. Bon, c'est un peu triste à dire, mais en fait, l'un dans l'autre, ton accident t'a sauvé la vie, en fait. Ouais, exactement. Sinon, tu aurais pu continuer comme Ouais, ça encore ouais, longtemps. exactement. En fait, j'étais vraiment, là, à ce moment-là, j'étais en pilote automatique. Ouais. Et j'étais absolument pas sur ma ligne de vie. J'étais pas du tout dans la vie que je devais avoir, quoi. Et voilà, la vie me l'a bien fait comprendre à sa manière. Et franchement, j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que euh, bah, ça m'a permis, moi, de devenir, comment, et déjà pour moi en premier, ma première source de motivation, ma première source d'inspiration, comprendre en fait ce qui se passait. Et ensuite, utiliser ça, me servir de ça pour universaliser ce que moi j'avais compris, pour aider d'autres personnes aussi à avancer vers l'équilibre vie pro, vie perso, Le fameux. comprendre nos blocages, comprendre nos automatismes, nos réflexes automatiques qui vont peut-être nous amener droit dans le mur, sans jeu de mots, mais voilà, qui peuvent nous faire sortir en fait de la vie qu'on mérite de vivre, tu vois. Ouais. Et alors moi je sais que du coup moi je suis née avec mon handicap donc je le traîne depuis longtemps. Donc dis-moi si toi du coup en tant qu'accidenté on t'a dit la même chose mais je sais qu'on est nombreux du coup à avoir le handicap de naissance et à qui tout au long de notre scolarité on nous a dit que en fait on serait des boulets, on serait pas Mm. capable, on pourrait pas faire d'études, on devra prendre un peu le taf bah, qu'on voudra bien nous donner parce qu'en fait on n'aura pas le choix etc. Et en fait vraiment psychologiquement, déjà, c'est très dur parce que tu te sens inférieur au reste de la population. Mais en plus de ça, le jour où tu as envie de prendre ta vie en main, tu as l'impression que tu n'en as pas vraiment le droit, en fait. Ah, je comprends. Bah, alors, moi, ça, on me l'a pas du tout fait ressentir, ça a été plutôt l'inverse. Enfin, alors, je t'explique. Euh, on a plutôt été beaucoup dans la compassion par rapport à ma situation, et je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que la première chose, c'est que moi-même, dans la vision de moi-même, en fait, j'ai attiré ça. C'est-à-dire que j'étais la façon dont moi je me voyais a attiré cette compassion. Tu vois? Ouais. Alors, je ne veux pas rentrer trop loin dans le détail de ça parce que on pourrait faire un live carrément sur ça, mais tout dans l'univers vibre à une certaine fréquence, d'accord? Nos Ouais. corps, si tu as, des animaux, les plantes, tous les objets, tout vibre à une certaine fréquence, ok? Et quand nous-mêmes, en fait, on se met à vibrer à la même fréquence, on devient magnétique. On attire ce qui vibre à la même fréquence que nous. Donc, si tu es dans une énergie de, tu vas vibrer plutôt bas, tu vas être, tu vas être plutôt mélancolique de ce que tu vis, ou être dans une énergie de manque. Tiens, bah voilà, je suis porteur de ce handicap-là. J'aimerais bien être comme ça au lieu de peut-être te focaliser sur, ok, qu'est-ce que j'ai de, c'est quoi tout le reste qui est bon dans ma vie en fait. Il y a peut-être ça qui me challenge, d'accord, mais tu choisis en fait sur quoi tu veux fixer ton attention et ce sur quoi tu fixes ton attention, ça vient créer ta réalité. Et la manière dont on observe ça fait qu'on vibre à une certaine fréquence et qui attire de l'agréable ou du désagréable dans notre vie, tu vois. Et je pense, donc ça c'est une première chose. La manière dont on se voit, la manière dont on perçoit la situation dans laquelle on est. Parce Après, qu'on là, voit c'est toute une vie. compliqué parce que moi, par exemple, du coup, que je suis née avec mon handicap, en fait, on m'a répété dès Ouais, toute petite que je ne pourrais pas y arriver. Donc, ouais, forcément, j'ai eu du mal à construire une bonne image de moi. exactement. Et vraiment, c'est un travail personnel dans le sens où, en fait, ton environnement, quand tu te rends compte que ton environnement, il est nocif, dans le sens où tu as en permanence des gens qui te répètent, t'es limité, t'es pas capable, tu vas pas pouvoir faire ça. Ok, d'accord, c'est peut-être vrai en fait. En fait, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Tu vois, parce que il y a des personnes qui sont en situation de handicap et qui arrivent à faire des exploits en fait. Tu vois. Oui. Et Bah, pourtant, qui me on parle à leur la a... Ouais, c'est ça. Et ils ont peut-être eu un environnement qui leur a répété ça. Mais à un moment donné, t'es pas coupable de ton handicap évidemment, hein, mais tu es responsable de ce que tu en fais.
tu vois, même si tu ne l'as pas choisi. Ça, c'est un autre débat, même. On pourrait savoir si on l'a choisi ou pas. Parce que quand tu crois à l'incarnation, tu peux aussi comprendre que la vie que tu vis aujourd'hui, en fait, tu l'as choisi parce que c'était un challenge de vie, un challenge à toi à dépasser. Bref, c'est ça, on part dans une autre croyance, mais c'est pas le sujet. Mais le handicap que tu portes, surtout depuis la naissance, en fait, tu peux choisir, là, aujourd'hui, maintenant que tu es adulte, tu peux choisir de comment tu veux, comment tu veux traiter l'information que tu as reçue depuis toute petite. Est-ce que tu veux te focaliser sur, OK, je ne sais pas faire tout ça, je ne peux pas faire tout ça, je n'ai pas le droit de faire tout ça, ou je suis limité par tout ça, OK? Ça, c'est une vision de la chose, où il y a beaucoup de colère, où il y a beaucoup de déception, où il y a beaucoup de peur. Ouais. Maintenant, tu peux choisir autre chose, où tu vas rechercher de la joie, où tu vas rechercher de la gratitude. Tu vas rechercher de la joie, de la gratitude. Qu'est-ce que tu peux faire grâce à cette limitation, grâce à ce handicap? Qu'est-ce qui est en ton pouvoir de faire? Qu'est-ce que tu peux faire de ça? Combien de personnes tu peux inspirer? Qu'est-ce que tu peux faire pour toi te dépasser? Qu'est-ce que tu peux faire pour aider les autres à mieux vivre la situation dans laquelle ils sont? Comment tu peux être toi-même un exemple pour les autres? Tu vois? En fait, tout ça, tu viens transformer complètement ta manière d'appréhender la situation et c'est plus un problème, mais c'est une opportunité. Tu Mhm. comprends? Et Ouais. quand tu es dans cette énergie-là, tu le vois, hein, eh ben, tu es beaucoup plus attirant, tu es beaucoup plus magnétique qu'une personne qui se plaint, qui est dans l'agressivité, qui est dans la revendication agressive, tu vois, d'un droit ou des choses comme ça. Et tu deviens beaucoup plus magnétique, tu deviens naturellement en fait attirante. Tu comprends? Ouais. C'est un peu l'image qu'on avait vue, je sais pas si tu avais vu passer Ouais. sur Instagram, c'était le bonhomme qui était tout courbé, les épaules en avant, la tête vers le bas, que du coup personne ne voulait aller voir, et bah, celui qui se tenait bien droit, la tête bien haute, et qui arrivait à voir à peu près tout ce qu'il voulait, quoi. Exactement. Et c'est marrant ce que tu dis parce que je l'explique souvent en masterclass, c'est vraiment l'exemple de. En fait, typiquement là, ce que tu décris, on parle de la confiance en soi, en fait, hein. Et les scientifiques ne savent pas dissocier, quand ils analysent le cerveau d'une personne, ne savent pas dissocier une personne qui artificiellement a une posture de quelqu'un qui a confiance en soi, donc c'est-à-dire le dos bien droit. Bon, évidemment, hein, on parle d'une personne qui sait se mettre en capacité avec le dos bien droit, d'accord? Pas une personne qui est tétraplégique, par exemple, qui ne peut pas se mettre de cette manière-là. Mais l'exemple, c'est que on vient activer des zones dans notre cerveau de confiance en soi par plusieurs choses. Une respiration profonde, ok? Des épaules relâchées, mais légèrement en arrière, le plexus solaire vers le haut, tu vois? La colonne bien droite, le dos bien droit, comme si tu avais un fil en fait qui tirait ta tête vers le haut. En fait, cette posture-là, le fait d'avoir un regard directif, tu vois, une vision sur le long, sur le lointain, Mhm. euh, avoir une posture où ton pas, il est sûr si tu veux marcher. Euh, le ton de ta voix aussi. Est-ce que tu vas multiplier ou est-ce qu'au lieu de au lieu de faire des qui font diminuer ta confiance en toi, tu vas plutôt faire des pauses. Ah, c'est compliqué ça. C'est compliqué, mais c'est un vrai exercice. Et c'est pas parce que C'est un tic de langage en ouais, fait. C'est comme le du coup ou le donc. voilà. Mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est pas possible. Tu Oui, non, comprends? c'est sûr. Techniquement, tout est possible. Et les scientifiques, entre une personne qui a intrinsèquement confiance en elle et cette personne-là qui adopte la posture, les zones du cerveau qui s'activent, ils ne savent pas faire la différence entre la personne qui est intrinsèquement confiante en elle ou la personne qui a adopté la posture, la manière de parler, la manière de se tenir, la manière de respirer, la manière de visualiser son avenir de l'une ou de l'autre. Ils ne savent pas faire la différence. Tu comprends? Ouais. et, Alors, on a. Pardon, oui, vas-y. et donc ça, c'est vraiment typique par rapport à l'exemple que tu dis. Tu vois? Ouais. On a. Alors, attends. Comme formation Fifi qui nous dit commencer par être un exemple pour soi-même. Bah, du coup, c'est exactement ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu penses que si on avait une meilleure représentativité du handicap dans les différents médias, séries et films, ça aiderait justement toute cette part de la population déjà à se construire une meilleure image d'elle-même? Est-ce que tu pourrais me dire ce que ça signifie pour toi une meilleure représentativité? Au-delà du fait d'en voir plus.
Ouais, parce que déjà là, je crois qu'on est en dessous de 1%, je crois qu'on est même en dessous de 0,1% de représentation du handicap à la télé. Pour Mais combien de c'est surtout. personnes? Pour combien de personnes handicapées dans le monde? Non, je parle en France, du coup. En France, on est normalement plus de 12 millions, Ouais. d'après les dernières études de l'INSEE. Ok. Et donc ça fait quoi? Ça fait un sur 7 à peu près. Là, je suis nulle en maths, je ne te le dirai pas. Mais c'est surtout que, enfin, de plus en plus, ça commence à venir. Mais avant, surtout quand moi j'étais petite, quand on montrait le handicap à la télé, c'était toujours un peu négatif. Genre, ah, regardez le boulet, regardez tout ce que ses parents doivent sacrifier pour lui. Ah, je me souviens d'un film où ça vantait littéralement le suicide. Alors oui, effectivement, je comprends qu'il y ait des personnes qui souffrent tellement qu'elles veuillent opter pour cette option, mais de là à dire que ça devrait être un peu la majorité, enfin moi ça m'avait profondément blessée en fait ce film. Ouais. Et donc, toi, qu'est-ce que tu proposes? Bah moi déjà je pense que ça pourrait être pas mal de montrer déjà sur les grands médias que les personnes en situation de handicap, elles sont capables de travailler, elles sont capables de faire des études, elles sont capables en fait de vivre une vie totalement normale. Il faut juste qu'elles soient adaptées à leurs besoins. Montrer en fait plus une image de positive. Hmm, ok. Bah, effectivement, hein. La question que je me pose, tu vois, quand il y a ces questions-là de société, je me dis, quel est l'intérêt en fait pour l'une et l'autre des parties? C'est-à-dire que les médias, quel est l'intérêt pour elles, pour eux, de présenter le handicap de la première manière de ce que tu as décrit? C'est quoi leur intérêt en fait? Bah, je te pose la question parce que là J'en pour sais l'instant rien. je ne le vois pas. J'en sais rien. J'en sais rien. En revanche, c'est intéressant de se la poser et de se faire son propre avis. Et ensuite, c'est quoi l'intérêt de présenter le handicap ou n'importe quel autre thème, d'accord? On parle du handicap Ouais, aujourd'hui, mais ouais, ça oui, pourrait bien être sûr. n'importe quel autre thème. Quel est l'intérêt de présenter dans les médias une façon de vivre sa vie quand tu es porteur d'un handicap, avec une sexualité particulière, peu importe en fait la thématique, avec une religion particulière, peu importe. C'est quoi l'intérêt de le présenter sous une forme? Moi si c'était pour le présenter positivement, je dirais pour élever la société. Hmm. Après si c'est pour le présenter négativement, je vois pas l'intérêt en fait. Donc En fait, je vais te dire très très franchement ce que je pense moi de la manière dont on présente les choses. Je pense que il y a de tout partout, tout le temps. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont valides, qui sont pas capables. Il y a oui. des personnes valides qui font des exploits. Il y a des personnes valides qui font des exploits et qui sont complètement incapables dans d'autres domaines de leur vie. Et il y a des personnes qui sont incapables dans la plupart de leur vie et qui, dans un domaine de leur vie, sont vraiment extraordinairement inspirants. Pareil pour les personnes en situation de handicap. Je pense qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap qui sont des modèles Oui. pour énormément de personnes et qui, dans d'autres domaines de vie, sont pourris. Mais je ne pense pas en fait qu'il y a ou tout le temps l'un ou tout le temps l'autre. Je pense qu'on est tout à la fois. C'est-à-dire que toi et moi, on est des sombres merdes dans certains domaines et on est des génies dans d'autres. Mais on n'est pas que l'un ou l'autre. On est l'ensemble de toutes les couleurs qu'il y a entre le blanc et le noir. Tu vois? Ouais, les nuances de gris. Exactement. Mais même plus que le gris. Vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je suis persuadé qu'en fait, quand tu présentes une, une, une catégorie de la population d'une certaine manière, c'est la desservir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je suis complètement d'accord avec toi, hein, on présente depuis des années, le handicap comme oh la pauvre personne ou oh le pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, En mode pitié. Tu vois ce que je veux dire? En mode pitié. Ou alors en mode moquerie, ou alors en mode de l'autre côté, hein. Ouah, super héros. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, il a un handicap. Oh, alors là, c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais c'est en fait, on est tous toutes ces facettes-là. Ok. Donc, plus que de surreprésenter
une catégorie de la population, soit d'une manière qui est négative ou d'une manière qui est positive, je pense qu'effectivement, on a tout à gagner à prendre en compte la vraie représentativité dans toutes les facettes de sa vie. C'est-à-dire que si tout à l'heure, je ne sais plus qui a mis ça, une conformation Fifi. Alors, je ne connais pas ton prénom. Mais donc, cette personne, elle a expliqué elle disait administrativement, il y a une personne sur 6 qui est en situation de handicap. OK? Qui nous dit que dans les médias, il n'y a pas une personne sur 6 qui est représentée. C'est volontaire, hein? Oui, C'est non, volontaire ce que je dis. d'autant que 80% de Merci, handicap est invisible. Donc, exactement, parce qu'il y a des handicaps qui ne sont pas visibles. Donc, pour que dans les médias, on se rende compte que la personne est en situation de handicap, ça voudrait dire qu'il faut que visuellement, on voit son handicap. Sauf que là, ce serait surreprésenter une situation qui est fausse. C'est-à-dire que si tu prends une foule, tu vas dans une ville, tu prends une foule de 100 personnes, ok, tu prends 100 personnes. Ça veut dire qu'il y a, sur ces 100 personnes, tu vas avoir entre 15 et 20 personnes qui sont dans une situation de handicap, qui sont en porteur d'un handicap. Mais dans ces 15-20, combien il y en a où tu vas voir, toi, le handicap? ouais, Il y en a sûr. beaucoup. Après, quand même, dans les médias, notamment, je pense à la télé ou à la presse, c'est pas forcément que ça soit visible, mais on peut le glisser dans un dialogue ou dans un truc comme ça. Je l'ai vu, je crois que c'était Grey's Anatomy, qui justement parlait de ma maladie, où juste la patiente, elle arrive à l'hôpital, elle fait ah bah j'ai le syndrome des lèvres dans l'os, et voilà, enfin c'est ni vu ni connu. C'est juste une phrase en fait. Ouais. Exactement. Je pense qu'on peut. Exactement. Et alors, par rapport à ça, tu vois aussi, je suis totalement d'accord avec le fait d'aider les personnes à se sentir plus reconnues, à avoir des actions en place, à mettre des actions en place pour que les personnes se sentent plus reconnues dans leur, euh, comment? Dans leur handicap, ok? Mhm. Dans leurs droits, dans leurs devoirs aussi, et dans tout ce qui est possible pour elles, dans tout ce qu'elles font aussi de beau, etc. En revanche, moi, je mets un gros attention avec les étiquettes. Ouais. Et en plus, C'est-à-dire en France, on que, les aime bien. c'est-à-dire que c'est comme moi si j'arrive et que je te dis salut, je m'appelle Julien, donc j'ai ce handicap, je mesure tant, je crois à ça, voilà mon orientation sexuelle. En fait, on est tellement beaucoup plus que ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si de dire bah voilà, j'ai ce handicap-là, tu vois, genre si on le glisse comme ça. Bah, ok, c'est intéressant et peut-être que ça vient te rassurer, te mettre en sécurité parce que tu sens que ça y est, tu es reconnu dans ton. Mais la première personne qui doit le reconnaître, c'est soi-même. C'est-à-dire que Ouais. la première personne qui a besoin de l'accepter, ça. Et c'est pas facile hein, Ah, d'accepter non, non, hein. non. Mais je crois que la moyenne, c'est entre 3 et 6 ans pour accepter son handicap. Ça, Hein. je sais pas te dire. Je crois Je que c'est sais ce que pas te dire. j'avais vu la dernière fois. Ouais. Et encore une fois, j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie de mettre une catégorie parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne va mettre, je sais pas moi, 1 an à l'accepter, ça veut dire qu'elle est surhumaine. Et si elle met 10 ans, bah, elle va se sentir comme une merde parce que, ouah, j'ai Ouais, déjà c'est ça. tu vois? Bah après, c'est vrai qu'en France, on adore les cases et les étiquettes. Donc, Exactement. Exactement. Et pour moi, pour moi, c'est un vrai risque. Tu vois, de vouloir mettre une étiquette dans le sens où, ok, en fait, euh, bah, on a tous, en fait, un, on a tous quelque chose qui nous définit, une somme de choses qui nous définit. Et quand tu viens mettre, parce que la société aussi hein, nous le demande, mettre une importance vraiment forte sur une thématique, le handicap, je reviens encore sur ton orientation sexuelle, ta religion, tes choix politiques, peu importe ce que c'est. Hein. Quand tu viens mettre en fait une étiquette sur ça, quelque part tu viens mettre une étiquette sur c'est bien, c'est mal. mm, mm. Alors que ces thématiques-là, en fait, elles sont en premier, elles sont ultra personnelles. C'est toi comment tu le vis. Et on peut tous, en fait, avoir une action envers soi-même, un travail envers soi-même de compréhension de sa situation, changement de posture par rapport à la situation qu'on vit. Tu vois, comment est-ce que je vois ma situation? En quoi, en fait, ma situation, peut-être qui est dramatique d'un point de vue, en quoi
c'est une formidable opportunité de réaliser ton rêve, d'inspirer des autres, de contribuer au monde. Ouais. Et du coup, je sais qu'il y a pas mal du coup de personnes en situation de handicap qui choisissent de se mettre en auto-entrepreneur parce qu'elles ne trouvent pas de place en salariat. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Parce que bah, déjà, auto-entrepreneur, c'est compliqué, c'est sportif, ça prend pas mal de temps et d'énergie, et puis c'est pas fait pour tout le monde en réalité. Exactement. En fait, tu vois, avant 2020, donc avant le Covid, on avait une grande tendance qui était globalement au niveau de la France, c'était l'objectif ultime pour beaucoup de personnes, c'était devenir un cadre dans une entreprise, gagner un haut salaire ou aller dans la fonction publique et monter les échelons dans la fonction publique. Enfin, bref, c'était une des grandes directions. Depuis 2020, ça c'était notre aquarium d'avant. Ok, on est Là, un j'étais encore maximum en de, études, donc un maximum de poissons, essayer de grossir dans cet aquarium-là. Depuis 2020, il y a eu une espèce de prise de conscience des priorités, de la fragilité de notre vie, la fragilité de notre environnement aussi écologique, et prise de conscience du nous. On, on est passé avec un début de prise de conscience. Ok, on en est vraiment au tout début. Hein. Et moi, je le vois beaucoup dans le domaine du développement personnel parce que je fréquente des personnes qui travaillent vraiment là-dedans tout le temps. Et il y a une vraie dérive jusqu'à 2020 de moi. Ok. ouais. Et donc, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup fait travailler les gens sur le recentrage. Moi en priorité et ensuite les autres. Ok. Très bien. Parce qu'il y avait un besoin à ce moment-là. En revanche, depuis 2020, on commence à passer du je au nous, à Ah l'ensemble, ouais, au moi je le vois pas collectif. dans la vie quotidienne, hein. Bah ouais, parce que c'est très lent en fait. Puis ça dépend des personnes que tu fréquentes. Est-ce que tu fréquentes beaucoup de personnes dans quel domaine elles travaillent? Tu es la résultante des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Tu vois? Ouais. Donc, l'environnement dans lequel tu vis est ultra important. Mais quand tu passes du jeu au nous, depuis 2020, ben, le nouvel aquarium, c'est l'entrepreneuriat. Donc, tu as plein de gens en fait qui ont quitté leur boîte, qui sont lancés dans l'entrepreneuriat, mais pas forcément pour les meilleures raisons, dans le sens où elles ont voulu quitter des choses qu'elles ne voulaient plus dans le salariat. Oui, Mais en ou fait, certaines personnes, elles ont choisi l'auto-entrepreneuriat parce que justement, elles n'étaient pas embauchées à cause de leur RQTH. ou pour ça aussi. Mais en fait, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, si ton, si le pourquoi est-ce que tu le fais, la raison pour laquelle tu le fais, elle n'est pas en béton. En fait, tu te retrouves dans un nouvel aquarium à la mode, l'entrepreneuriat, parce que c'est peut-être ce qui, toi, te correspond là pour le moment. Mais est-ce que c'est complètement adapté à la situation dans laquelle toi, tu es, en fait? Hmm. Parce que les questions que tu vas te poser quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est si c'est simplement parce que tu as voulu quitter le salariat ou parce que tu te lances ton entreprise, parce que bah, personne n'a voulu de toi, entre guillemets, hein, Ouais. tu vois comment très rapidement, en fait, si tu n'as pas une raison, un pourquoi vraiment solide derrière, comment est-ce que tu peux vite arriver dans le mur et te sentir finalement pas non plus à ton endroit idéal dans l'entrepreneuriat? Parce que lancer une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur et par la suite monter ta société, pourquoi pas. En revanche, tant que tu n'as pas de clients, c'est pas une entreprise, c'est un hobby, tu vois. Donc, Ouais. se lancer dans l'entrepreneuriat si tu as des clients, bon, bah, c'est cool, ça veut dire que ça fonctionne. Après, tu peux choisir avec qui tu travailles, etc. Ça, c'est encore un autre débat, mais euh, dès l'instant où tu as des clients, ok, ça veut dire que potentiellement, dans la manière dont tu vas le développer, ton entreprise, ben, tu vas pouvoir en vivre plus ou moins rapidement, plus ou moins confortablement. Mais l'idée, c'est que tu peux expérimenter aussi. Et quand tu dis tout à l'heure, dans la situation d'une personne qui est en situation de handicap, qui se lance dans l'entrepreneuriat, parce que justement, elle a pas trouvé, soit par différents organismes, un travail qui est adapté à sa situation, pourquoi
pas en fait? Elle peut tester. Si elle est dans une situation favorable, en plus, elle peut tester. Tu vois, si elle a le droit des aides, si elle a le droit du financement, si elle a le droit d'avoir un soutien particulier, et tant mieux qu'elle teste. Hein. Et en revanche, il y a une différence entre quand tu vas être en train de tenir bon, c'est-à-dire de mettre en place les stratégies, de transformer ton mindset pour avoir un mindset d'entrepreneur, de pouvoir travailler, même avant tout ça, j'ai envie de dire, sur tes blocages personnels, ta manière de voir les choses, ta manière de toi te percevoir, comprendre comment toi tu fonctionnes, pour pouvoir être dans une posture où c'est toi qui va permettre de générer de la valeur, c'est toi qui va permettre de générer de l'argent, par qui tu es, par ce que tu vas faire ou parce que tu vas faire pour les autres en tant qu'entrepreneur. Mm. En fait, quand tu fais déjà tout ce travail-là, tu te mets toi dans une posture où tu mets toutes les cartes possibles dans ton jeu pour pouvoir vivre de ton activité. Et il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à ça, en situation de handicap ou pas. Parce que les raisons qui font qu'elles ont choisi l'entrepreneuriat, c'est juste parce qu'elles ont voulu fuir une situation. Ou parce qu'elles se sont dit c'est peut-être une solution plus facile ou plus adaptée. Mais pour être sûr de ça, il faut le tester. Ouais. Le fameux why aussi. Il faut. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Il y a l'histoire du fameux why aussi. Exactement. Ouais. Donc pourquoi? Alors on a eu des commentaires. Ouais, ce que j'allais te dire, on a plein de questions qui Alors arrivent. vas-y. Alors déjà, il y a Yacine qui nous a rejoint. Salut Yacine. Donc, il y a Ancom Formation Fifi qui te demande, je m'interroge sur votre analyse du no et de l'incivisme de plus en plus fréquent, voire violent. Du coup, quelle est ta question? Bah, ça s'arrête là. Et après, il y a Kevin qui te dit, moi, on m'a conseillé de le faire, mais aucune envie de tout ça. Il faut aussi se connaître un minimum. Et qu'est-ce qu'on t'a conseillé de faire, Kevin? Tu parles de te lancer en entrepreneuriat ou de faire. Ouais, c'est ça. On lui a conseillé de se lancer en entrepreneur et lui, il n'en a pas du tout envie. Ok, bon, bah, c'est fin de l'histoire en fait. Enfin, alors, c'est pas moi qui prône la construction d'une vie sur mesure qui vais te conseiller, Kevin, de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Ça va, on est bon là dans le timing parce que moi, si je commence à partir pour des Il te explications. reste à peu près 20 minutes. Ok, parfait. Kevin, ce que tu dis là par rapport à l'entrepreneuriat, si on t'a conseillé de le faire, ok. Sur quoi est-ce qu'on s'est basé pour te conseiller de le faire? C'est-à-dire que qu'est-ce que toi, tu as exprimé pour qu'en retour, on te le conseille? Première question. Ensuite, si ben, toi, tu as exprimé que tu voulais de l'indépendance, que tu voulais t'organiser de la manière que tu veux choisir avec qui tu veux travailler, que tu veux mettre, écoute bien Kevin, hein, ta passion au service d'entreprises, de particuliers, ok? On part bien de ce que tu aimes faire. Et ça va te permettre de générer de l'argent, pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu n'aimes pas faire et tu vas échanger ton temps contre de l'argent. C'est pas ça. Hein. Il faut vraiment partir de ce que tu aimes faire. Parce que sinon, tu vas très vite t'épuiser. Tu vas très vite être dans une énergie tu vas être dans une énergie basse, tu vois. Alors que quand tu pars vraiment de ce que tu kiffes faire, bon, pour savoir ça, il faut déjà bien se connaître. Donc, il y a un vrai travail de connaissance de soi pour ça. Alors, tu dis non, mais je sais. Tout ça pour qu'il me fasse. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu comprends, toi, Emeline? Je crois qu'il te dit que tout ça, il a déjà réfléchi, mais qu'en gros, il disait qu'il fallait pas se lancer dans l'entrepreneuriat pour être à la mode. Ouais, exactement. Exactement. En fait, on s'en fout en fait d'être à la mode ou pas. Tu vois ce que je veux dire? L'important, c'est de faire quelque chose qui, toi, te parle. Il faut que ce soit quelque chose qui, toi, te parle. Il faut que ce soit quelque chose qui soit attendu par les gens. Il faut qu'il y ait un vrai besoin. Tu vois, parce que si toi, t'adores, je sais pas moi, t'adores faire des chaussettes en cuir et que personne ne veut acheter de chaussettes en cuir, bah, c'est cool en fait que tu adores faire ça, sauf que bah, tu vas jamais générer de l'argent avec ça. Donc, il faut que ce soit. Je t'invite à aller explorer et à regarder ce que c'est ce test-là qui s'appelle l'Ikigai, Kevin. Ça, je vais le mettre ici. I-K-I-G-A, I, je crois. Voilà. Et je t'invite vraiment à aller regarder ça, à faire un test.
pour aller un peu plus loin, tu vois, dans qu'est-ce que tu aimes faire, de quoi le monde a besoin, qu'est-ce qui peut te permettre de générer de l'argent par rapport à ce que toi tu aimes faire, par rapport à ta passion. Parce que c'est là, en fait, où tu vas trouver un vrai sens. Entrepreneur ou salarié, peu importe, en fait, ça. Ça, c'est juste la méthode de travail. Parce que tu peux faire le même travail en tant que salarié. Tu vois, par exemple, toi, Emeline, ce que tu fais, tu pourrais très bien le faire dans une entreprise. Ah, je J'ai été community l'ai fait manager. d'ailleurs en tant que salarié. Moi, j'ai été community manager pour une grosse boîte. Je faisais le même travail que quand j'ai été à mon compte, sauf que je le faisais à mon propre compte pour des clients. Donc, on peut faire presque tous les métiers en salariat ou en entrepreneur. C'est juste, toi, qu'est-ce qui te correspond le plus, en fait? Est-ce que c'est rassurant pour toi d'avoir ton salaire tous les mois? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te motive, qui est challengeant pour toi, de choisir les clients avec qui tu veux travailler et que ta limite à toi, ce soit ta capacité de travail ou ton niveau de passion, ton niveau d'investissement? Et voilà, ça va déterminer aussi si tu préfères le faire en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur ou dans le cadre d'un salariat, tu vois. Du coup, il y a Ancom Formation Fifi donc, qui nous a répondu. Elle voulait savoir. Attends, je ne retrouve pas le message. Le lien que tu fais avec l'arrêt du jeu et du nous, parce que elle trouve que la société, elle est de plus en plus individuelle et violente. Ouais. Euh, En fait, c'est une invitation, hein, ce que je dis. C'est-à-dire que j'invite vraiment les gens à passer du jeu au nous. Et je les invite parce que depuis justement 2020, on se rend compte en fait comment on est tous liés. Regarde comment d'un point A, on a eu un impact sur tout l'ensemble de la planète. En fait, on est vraiment... Comment? Tu parles de quoi? Bah, regarde avec le Covid, Ah oui, tu vois. ouais, effectivement. Et on est vraiment tous reliés. C'est-à-dire que ce qu'on fait à un endroit dans le monde a un impact de l'autre côté, en fait. Et pas forcément au niveau maladie, mais euh, j'aime bien cette chanson d'Emmanuel Moir qui dit Je lance un sourire. Tu vois, quand tu vas sourire à quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'autre va te sourire en retour. Et on peut imaginer hein, cette chaîne-là. À quel point, donc, juste un sourire peut faire ça. Donc, ça veut dire que toi, en tant qu'entrepreneur, quand tu as un métier et que tu veux avoir un impact sur le collectif, quand tu veux un impact sur le nous, en fait, tu vois comment ton travail peut avoir vraiment des répercussions sur le long cours et sur le collectif aussi. Et c'est vraiment une dérive du développement personnel que moi j'ai constaté déjà depuis des années, mais jusqu'à 2020 particulièrement, où on était sur un, une espèce de nombrilisme, un espèce d'égocentrisme, et que j'ai remarqué, moi personnellement, hein, que depuis 2020, il y a un espèce de mouvement qui commence d'ailleurs au Canada, où on revient sur du collectif, on revient sur du nous, plutôt que de se focaliser uniquement sur soi-même. Et je trouve ça hyper intéressant dans le sens où, comme je te dis depuis tout à l'heure, on est tous reliés en fait. On a un impact potentiel sur tous les uns sur les autres. Mm. Et donc toujours Ancom Formation Fifi, elle te demande qu'est-ce que pour toi un travail adapté? Je comprends pas la question du coup. C'est-à-dire au niveau, qu'est-ce qui est adapté au niveau de ton handicap ou au niveau de ce qui te plaît, c'est quoi en fait? Si c'est au niveau de ton handicap, ben voilà, il y a des spécialistes qui permettent de. Tu as des ergothérapeutes par exemple, des ergonomes qui peuvent analyser ton poste de travail et qui peuvent savoir si tel travail, ce qu'il y a besoin de mettre en place pour pouvoir l'adapter. Et si c'est par rapport à, s'il est adapté par rapport à toi, bah, tu as besoin en fait de faire un travail sur toi, de connaissance de toi. Il y a plusieurs outils qui existent. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle le design humain, qui permet de savoir comment est-ce que tu es câblé, comment est-ce que tu fonctionnes en fait, à l'origine, avant les conditionnements de la société, avant les conditionnements de papa-maman, avant les conditionnements de l'école, avant les conditionnements du travail. Euh, c'est vous qui l'avez dit sur l'entrepreneuriat. Alors je sais plus.
Je sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'était. Si tu t'en souviens, n'hésite pas à le repréciser. Bah, de toute façon, il nous reste un petit quart d'heure. Mhm. Peut-être que tu peux faire un récap du coup de ce que tu pourrais conseiller aux personnes en situation de handicap du coup, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, Ouais. qui pourrait les aider au niveau du mindset, parce que Mm. très souvent, comme je t'ai dit, on part avec un mindset plutôt négatif. Donc, alors elle a répondu, mettre en lien avec un ergothérapeute est déjà très réducteur en lien avec le handicap. Ouais. Après, tu vois, par exemple, je peux te parler que de mon cas, hein, parce que c'est celui que je connais le mieux. Euh, Dans mon précédent travail, tu vois, entre le moment où j'ai monté mon entreprise et le moment où j'étais encore salarié et du coup en accident de travail, euh, j'ai eu une personne qui est venue, moi, dans mon entreprise et qui a analysé mon environnement de travail pour pouvoir l'adapter. Ok. Mais je ne suis pas arrivé en tant que personne handicapée. J'étais valide, puis je suis devenu une personne en situation de handicap. Donc, l'idée, c'était de maintenir mon emploi dans l'entreprise. Donc, il y a eu une étude de qu'est-ce qu'on peut mettre en place, que ce soit par le poste lui-même. Est-ce que je peux changer de poste en fait dans l'entreprise? C'est ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a du matériel, bureau, siège particulier, écran, etc. adapté? C'est ce qui a été fait. Et voilà, j'ai pas trouvé ça réducteur. Là, c'est vraiment intéressant la manière de percevoir la chose. C'est-à-dire que je l'entends, hein, Fifi, la manière de, ok, c'est très réducteur. Super, mais c'est quoi l'opportunité là-dedans? Moi, l'opportunité, je me suis pas dit c'est réducteur, je me suis dit génial en fait. Je vais pouvoir rester dans cette entreprise où j'avais en plus un fort lien affectif puisque j'étais là depuis l'ouverture. Euh, et qu'est-ce que c'est l'opportunité qui m'est offerte là-dedans? C'est vraiment, en fait, c'est vraiment deux manières différentes de voir les choses. C'est est-ce que je le vois de manière négative? Parce qu'on me l'a peut-être enseigné, hein, comme tu le dis très justement, Evelyne, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on te l'a expliqué depuis tout petit que tu peux pas, tu n'es pas capable, oh, la pauvre, etc. Tu vois, on te conditionne dans un état de limite. Tu vois? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Evelyne. Bah, moi, c'est vrai que j'ai la chance que, à part des aménagements d'emploi du temps, j'ai pas nécessairement besoin d'aménagement physique, donc ça se voit encore moins. Ouais, Là où j'avais le plus de mal, c'était dans les conversations entre collègues ouais, où bah, des fois je devais expliquer que bah, non, je pouvais pas manger avec eux parce que vraiment j'étais trop fatiguée ou parce que non, ce soir j'irai pas à l'afterwork, je suis trop fatiguée. Enfin, et du coup, en fait, vu qu'en plus j'étais la plus jeune, parce qu'à l'époque j'avais 24 ans sur mon dernier poste, euh, ils comprenaient pas en fait que moi, la petite jeune de 24 ans qui vient d'être embauchée, je faisais pas toutes les activités avec eux parce que bah, j'étais fatiguée, parce que je savais que si j'étais fatiguée, j'allais avoir des douleurs, j'allais avoir des problèmes de concentration, etc. Et pour rigoler, il me disait oh, bah dis donc, même ma grand-mère, elle est plus en forme. Mais potentiellement que ta grand-mère, en fait, effectivement, elle est en meilleure santé que moi, c'est une possibilité. hmm, Je ne vous dis pas que ce n'est pas une opportunité, mais quand une maladie est invisible, ce n'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Nombreuses personnes n'ont pas besoin d'adaptation. Bah voilà, c'est ce que je disais. Moi, j'en avais pas besoin. Moi, c'était surtout une adaptation de temps pour pouvoir aller à mes rendez-vous médicaux ou pour pouvoir me reposer, en fait, tout simplement. hmm. Je sais pas si tu connais la théorie des cuillères. Moi, je l'aime bien. La Et théorie du coup, des quand j'avais dépensé. cuillères? Ah non, pas du Ouais. tout. Ça m'intéresse. Bah, en fait, c'est une théorie qui dit que tu as 12 petites cuillères, je crois, par jour. Et qu'en fait, suivant bah, si tu es valide ou le handicap que tu as, bien sûr, suivant le handicap que tu as, bah, une action, ça va te coûter une petite cuillère, ou deux, ou trois, ou quatre. Et que, bah, en fait, D'accord. bah, on a toujours le même stock de départ, sauf qu'on certains vont en dépenser plus que d'autres pour faire une action tout à fait banale, comme manger ou prendre une douche. Hmm. Et que résultat, en fait, on doit toujours calculer pour dire que bah, à la fin de la journée, on ne soit pas en négatif de petites cuillères. Parce que bah, les conséquences, en tout cas pour moi, peuvent être assez dramatiques. Je peux vraiment finir dans mon lit à faire une crise, voire partir à l'hôpital. Donc je Ouais, n'arrive pas vraiment à tirer sur la ok. corde. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai pas besoin d'aménagement de poste. D'ailleurs, Hmm. je pense qu'on le voit, c'est une siège tout à fait basique qui vient de chez Ikea. Donc
Mais tant mieux. Donc, voilà. Bon, bah, du coup, maintenant, il nous reste plus que 10 minutes. Est-ce que tu peux nous faire un récap donc, pour les personnes en situation de handicap qui veulent se lancer et du coup qui ont un peu le mindset dans les chaussettes? Ouais. Déjà, les chéris, la première étape, c'est de prendre du temps pour apprendre à vous connaître. Donc, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre des pensées, ça va prendre du temps de penser, ça va probablement vous prendre de l'argent parce que vous avez besoin de vous faire accompagner pour ça. C'est très compliqué de le faire tout seul. Et ça va aussi vous demander de l'énergie. Donc, première étape, c'est d'y aller à votre rythme, mais prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Et vous n'êtes pas votre handicap. Vous êtes bien plus que ça. Ok? Vous êtes bien plus que ça. Donc, quel que soit votre projet, s'il est entrepreneurial, génial, prenez le temps de bien comprendre ce que c'est, ce que ça signifie. Ok? Mais une condition qui est sine qua non, c'est écouter ce que vous dit votre cœur. Si vous sentez que c'est pour vous, allez-y. Si vous sentez que c'est pas pour vous, peu importe en fait ce qu'on vous dit, n'y allez pas. Et c'est là, ça marche dans l'autre sens. Si vous sentez que c'est pour vous, pas parce que vous voulez fuir quelque chose, mais parce que vous sentez que c'est le mode de vie que vous voulez vivre. Pas parce que vous sentez que c'est de l'injustice pour vous de ne pas avoir trouvé un travail jusqu'à aujourd'hui en salariat, et que du coup vous vous dites, bon, c'est le seul moyen pour moi de gagner de l'argent, c'est pas la bonne manière de voir les choses. Vous allez en fait vous épuiser à le faire. Trouvez une vraie raison, quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui est plus grand que vous, qui fait que vous avez envie de le faire. Quelque chose qui est très fort en fait. Parce que si vous n'écoutez pas ce que votre corps vous envoie comme information, en fait, votre confiance en vous, elle ne monte pas. Au contraire, elle descend. Et votre estime de vous descend. Et votre amour de vous, elle descend. Il descend. Donc, écoutez les signaux que votre corps vous envoie. Est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous met en joie quand vous pensez à votre entreprise? À ce que vous avez envie d'apporter dans le monde? À ce que vous avez envie de développer comme passion pour pouvoir générer de l'argent avec ça? Est-ce que ça vous met en joie? N'ayez pas honte en fait de ça. Hein. C'est OK, hein. Mais juste voilà. Est-ce que vous avez écouté ce que votre corps vous envoie comme info? OK. Et après, ben, les étapes, c'est plus de la partie technique. C'est-à-dire que ben, faites-vous accompagner pour créer votre entreprise, faites-vous accompagner pour créer votre business, pour savoir ce que vous avez envie, ce que vous pouvez offrir. Si vous avez un sentiment de ne pas être capable, eh ben, formez-vous, développez vos compétences. C'est possible. En plus, en tant que personne porteuse de handicap, vous avez des organismes qui sont là aussi pour vous aider, pour vous permettre d'avoir des financements de vos formations. En fait, vous avez des droits, donc vraiment renseignez-vous au maximum. Je pense que la plupart des personnes qui sont dans cette situation-là, elles se sont déjà renseignées, mais peut-être que certaines n'ont même pas pensé en fait à se renseigner dans cette voie-là. Donc voilà, faites-vous accompagner. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas tout seul dans cette situation, loin de là. Donc trouvez des personnes, mais trouvez des personnes qui sont positives. Stop à tous les trucs qui vous freinent, stop à toute cette négativité, à toute cette victimisation, à toute cette colère. Ok? Si vous avez de la colère, allez l'exprimer, écrivez-la, parlez-en à l'écrit, confiez-vous à un thérapeute si vous avez besoin aussi, mais entourez-vous des personnes qui sont autour de vous, de personnes positives qui vous appuient dans votre projet. Pas des personnes qui vont vous tirer vers le bas. Ok? En fait, c'est des choses simples. Hein. Oui. C'est des choses Après, c'est simples. vrai que quand on a la tête dans le guidon et quand on nous appuie toujours sur la tête, c'est des Exactement. choses simples En qu'on fait, n'a pas forcément pensé. tu vois, on peut pas empêcher, c'est une citation ça, hein. On peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête. Par contre, on peut l'empêcher de faire son nid au-dessus de notre tête. Donc, s'il y a des personnes qui vous appuient sur la tête, qui vous enfoncent, les chéris, bah juste coupez les ponts avec ces personnes-là. Et parfois, ça peut faire mal de couper les ponts, mais c'est juste une souffrance temporaire qui vous permet de pouvoir exceller, de pouvoir briller après. Ok? Mm. Donc, vous enfermez pas dans des situations, dans des relations où vous êtes submergé de négativité. Trouvez autour de vous et générez déjà en vous la positivité. Et la vie, c'est pas que de l'agréable ou du désagréable. Hein. C'est pas que du plaisir ou de la souffrance.
C'est Ça marche l'ensemble sur des les deux deux. couleurs. Parce que si, exactement, c'est un ensemble de toutes ces couleurs-là. Si on ne recherche que de la gratification immédiate ou que du plaisir immédiat, on a une vie de chat en fait. Tu vois? Et on va ouvrir notre pot de Nutella et on va bouffer le pot de Nutella en entier parce que ça nous donne du plaisir immédiat, de la gratification immédiate. Mais on fait rien du coup de notre vie. Sauf que quand on traverse des périodes qui sont des périodes de contraction, de souffrance, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que ces périodes de contraction et de souffrance, elles sont temporaires. Et vous avez la possibilité de trouver des opportunités, même et un sens en fait, même dans les situations de contraction, pour pouvoir ensuite avoir des situations d'expansion de vous. Ok? Ce que vous vivez, vous êtes pour la plupart porteurs de handicap depuis votre naissance, pour ceux qui sont dans cette situation-là. Et il y a une vraie opportunité dedans. Et je sais que c'est contre-intuitif. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, OK, non, moi je trouve que on n'est pas bien représenté, je trouve que c'est, tu vois, en mode revendication et beaucoup de colère, beaucoup de négativité, d'énergie basse en fait là-dedans. Enfin, pas d'énergie basse, pardon, d'énergie pauvre, d'énergie haute, mais pauvre. C'est-à-dire que beaucoup d'énergie, mais avec des choses pauvres, tu vois. À la différence de énergie haute et riche, par exemple, une énergie de la joie. Mais tu peux être aussi dans une énergie haute, mais attends, une énergie riche, mais une énergie basse. C'est-à-dire que quand tu es zen, quand tu es sereine, tu es dans une énergie riche, mais basse. Tu vois, tu es calme. Mmh. Mais si tu es dans une énergie haute et pauvre, la Tu vas être dans colère, la colère. la peur, la haine, la rancœur, en fait, là, la première personne à qui tu te fais du mal, à qui tu fais du mal, c'est toi-même. Parce que pour pouvoir extérioriser ça, cette revendication, cette colère, etc., bah, elle naît où en premier? Où est-ce que ça naît, ça? Elle naît en toi. Et c'est toi que ça abîme en premier. Donc, choisis vraiment de ne pas laisser cet oiseau-là faire son nid au-dessus de ta tête et choisis les personnes que tu fréquentes. Comment tu viens nourrir ton esprit. Est-ce que tu regardes des trucs à la télé qui sont vachement négatifs, qui sont dans la peur, qui sont dans la négativité, ou est-ce que tu vas lire des livres qui vont te permettre de te développer personnellement? Est-ce que tu vas suivre des personnes qui te donnent envie en fait de te dépasser, envie d'aller vers l'autre, envie de t'ouvrir? Ou est-ce que plutôt on est dans la défense, on est dans le reclus, le repli sur soi et je vais attaquer tout ce qui arrive en fait? Ou est-ce qu'on est le cœur grand ouvert et on a envie d'avancer malgré les injustices, malgré les trahisons, malgré toutes ces choses qui peuvent être dans notre environnement? On a quand même envie d'avancer, tu vois. Laisser personne, ça c'est vraiment le message que s'il y a un truc que j'ai envie que vous reteniez, c'est ça. Laissez personne vous dire ce que vous avez besoin de ressentir. Il n'y a que vous, en fait, qui avez le droit de. C'est votre privilège à vous. Laissez pas les autres vous faire sentir euh, nul ou pas suffisant ou pas assez. Il n'y a que vous, en fait, qui avez le droit de vous faire ça. Personne de l'extérieur n'a le droit de vous faire vous sentir comme ça. Et je suis persuadé que tout le monde, peu importe sa situation, salarié, entrepreneur, sans emploi, handicapé, valide, peu importe en fait. Tout le monde a envie de la même chose. On veut tous ressentir de l'agréable et voir de l'agréable autour de soi. Tout le monde a le même souhait. Donc, c'est juste un choix en fait. On choisit ce sur quoi on fixe notre attention. Ça peut être le chaos dans votre vie. Vous pouvez être dans une situation terrible physiquement. Sur quoi vous fixez votre attention? Ce sur Super. quoi vous fixez votre attention, ça crée votre réalité. Bon, bah écoute, on est arrivé à la fin de notre heure et donc de notre live. Je vais juste me permettre de rebondir vite fait pour aussi rappeler que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est obligé de travailler dans le milieu du handicap. Bah, vivez vos rêves et si votre rêve c'est, je sais pas moi, le bien-être, la beauté, les animaux, la musique, et bah allez-y, vous n'êtes pas enfermé dans cette case. Et puis bah, Julien, merci beaucoup pour ce live qui était mon premier. Avec joie, bravo, c'est cool de te lancer. Et, euh, et puis bah, je vous dis tous à bientôt et une très bonne journée dans ces cas-là. Gros bisous à tout le monde. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à venir commenter le live, à nous suivre aussi l'un et l'autre et à venir nous voir. Ben,
je suis sûr on a encore plein de choses à échanger ensemble. Ouais. Donc voilà, gros bisous. Merci Emeline pour l'invitation, c'était super Merci chouette. Julien. Et du coup, je vais mettre le replay avec les sous-titres, comme ça tout le monde y aura accès. Ok, ça marche. Et n'hésite pas si tu veux le partager en post collaboratif. C'est avec plaisir que je le partage aussi sur mon compte. Ok? Super. Et Gros ben bisous. merci. Une bonne journée tout le Ciao, monde. Au ciao. revoir. Bye bye. Salut. Prenez bien soin de vous. Bisous.